À la fin des années 90, un jeune réalisateur mexicain commence à se faire un nom à Hollywood. Après le succès critique de Chronos, Guillermo del Toro se voit confier son premier gros film américain, Mimic. Mélange de science-fiction, d'horreur et de films de créatures, le long métrage met en scène d'étranges insectes capables d'imiter l'apparence humaine. Si le film ne connaît pas le même succès que d'autres œuvres du réalisateur, il parvient malgré tout à trouver son public et donnera naissance à deux suites sorties directement en vidéo. Une petite saga souvent oubliée qui cache pourtant quelques bonnes surprises et quelques déconvenues. Bienvenue dans Meet the Saga. Aujourd'hui, on regarde les films Mimic. Après le succès critique de Chronos, Guillermo del Toro attire l'attention d'Hollywood. Les frères Harvey et Bob Weinstein, via Dimension Films, lui proposent de réaliser son premier film américain, Mimic donc. Oui, sinon ça serait incohérent avec la vidéo. Le scénario est librement adapté d'une nouvelle de Donald Walem, publiée en 1942. Mais Del Toro participe lui-même à sa réécriture afin d'y insuffler ce qui deviendra sa marque de fabrique. Des monstres fascinants, ambigus et profondément organiques. L'idée de départ est d'ailleurs étonnamment crédible. À New York, une épidémie transmise par des cafards menace les enfants. Pour enrayer la maladie, une biologiste crée génétiquement une nouvelle espèce d'insectes, les Judas, capables d'éliminer les cafards avant de disparaître naturellement. Sauf que, 3 ans plus tard, ces insectes sont toujours là. Pire encore, ils ont évolué et sont désormais capables d'imiter l'apparence de leur principal prédateur, l'être humain. Dès les premières minutes, on reconnaît immédiatement la patte de Guillermo del Toro. Les tunnels du métro new-yorkais deviennent un immense organisme vivant. Les couloirs sont humides, les murs semblent respirer, et chaque recoin donne l'impression qu'une créature pourrait surgir à tout instant. Le réalisateur ne filme pas simplement des égouts, il transforme littéralement la ville en un corps malade, rongé de l'intérieur par sa propre création. Et forcément, quand on parle de Del Toro, on parle aussi de monstres. Les Judas sont magnifiques. Conçus avec des costumes, des animatroniques et de nombreux effets pratiques, ils possèdent une vraie présence physique. On sent leur poids, leurs mouvements et leur texture, ce qui rend les confrontations bien plus crédibles qu'avec de simples effets numériques. Même si le film en a un petit peu et que ça se voit. Impossible également de ne pas penser à Alien. Entre les œufs, les couloirs sombres, les surgissements dans l'obscurité et cette peur permanente de la contamination, l'influence du chef-d'œuvre de Ridley Scott saute aux yeux. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est que Mimic ne se contente pas d'être un simple film d'insectes géants. Les véritables monstres ne sont finalement pas les Judas, mais les humains qui les créent. Del Toro aborde déjà un thème qu'il développera tout au long de sa carrière, la monstruosité naît souvent de l'homme lui-même. Les créatures ne sont que le reflet de notre arrogance, de notre volonté de contrôler la nature sans jamais en mesurer les conséquences. Mais le film accuse un cruel manque de rythme, surtout au début du film. Il faut parfois s'accrocher pour pousser le visionnage. Mais on retrouve déjà tout ce qui fera la force de ces futurs films. Cette fascination pour les créatures, les lieux labyrinthiques, le mélange entre beauté et horreur, un peu poisseux dans ce film, mais aussi cette capacité à rendre les monstres presque plus humains que les hommes. Et tout ne s'est pas déroulé comme prévu derrière la caméra. Le tournage était particulièrement compliqué. Guillermo del Toro entre rapidement en conflit avec les producteurs. Ces derniers jugent le film insuffisamment horrifique et interviennent constamment dans la production. Ils imposent des scènes supplémentaires, modifient certaines séquences et envisagent même de remplacer le réalisateur. Selon plusieurs témoignages, Mira Sorvino aurait pris la défense de Del Toro, soutenue par Quentin Tarantino, alors proche de Miramax. Terme du tournage, Del Toro termine bien son film, mais perd le contrôle du montage. Pendant longtemps, il expliquera que Mimic ne représente pas réellement sa vision et qu'il s'agit probablement de l'expérience la plus douloureuse de toute sa carrière. Des années plus tard, il réalisera d'ailleurs une Director's Cut, plus proche de ses intentions initiales, même si certaines scènes avaient définitivement disparu. Au final, Mimic est peut-être une œuvre imparfaite, mais elle est essentielle pour comprendre Guillermo del Toro.
On y retrouve déjà toutes les obsessions qui feront sa renommée, les monstres, les mutations, les labyrinthes et cette idée que les créatures ne sont jamais seulement des ennemis à combattre. Le film reçoit un accueil mitigé à sa sortie, sans être un échec commercial. Son succès est toutefois suffisant pour donner naissance à une première suite, Mimic 2, Le Retour, qui, elle, sortira en direct ou vidéo, pas de sortie en salle. Et autant le dire tout de suite, le changement de réalisateur va se faire sentir. Malgré un accueil critique mitigé, Mimic est suffisamment rentable pour convaincre Dimension Films de produire une suite. En revanche, le studio abandonne l'idée d'une sortie en salle. Mimic 2 est donc développé directement pour le marché de la vidéo, avec un budget largement revu à la baisse et une équipe presque entièrement renouvelée. Guillermo del Toro ne revient ni à la réalisation ni au scénario. Le film est confié au réalisateur français Jean de Zegonzac, principalement connu pour son travail sur des séries télévisées comme New York Police Judiciaire par exemple. Et cela se ressent immédiatement. La mise en scène est beaucoup plus sobre, plus fonctionnelle, et perd une bonne partie de la personnalité visuelle qui faisait la force du premier film. Le scénario conserve malgré tout un lien avec l'œuvre de Del Toro, en faisant revenir Rémi Panos, toujours interprétée par Alix Kornzey. Ancienne assistante de Susan Tyler, elle est désormais professeure de biologie dans une école à New York. Une bonne idée sur le papier, puisqu'elle permet d'assurer une certaine continuité entre les deux films. Et contre toute attente, l'ambiance reste plutôt réussie. La ville conserve son aspect sale et oppressant, et les Judas font naturellement leur retour. Ils ont survécu aux événements du premier film, même si le scénario ne prend jamais vraiment le temps d'expliquer comment. Pire encore, l'un d'eux semble développer une véritable obsession pour Rémi, en s'en prenant à tous les hommes qui gravitent autour d'elle. Et c'est là que le film commence à être étrangement gênant. Toute l'intrigue repose sur une étrange tension sexuelle entre Rémi, ses prétendants et la créature. Le problème, c'est que cette idée n'est jamais réellement développée. Pourquoi ce Judas s'intéresse-t-il autant à elle ? Pourquoi cible-t-il précisément ces hommes ? Le film ne donne quasiment aucune explication. Il reprend la mécanique du slasher avec un tueur qui élimine progressivement ses victimes, mais sans parvenir à justifier les motivations de son monstre. Résultat, l'ensemble paraît assez artificiel. Le manque de budget se ressent également dans les décors. Là où Guillermo del Toro transformait les tunnels du métro en un véritable cauchemar organique et claustrophobique, Mimic 2 concentre l'essentiel de son action dans l'école. L'atmosphère y perd forcément en ampleur et en originalité. Mais tout n'est pas à jeter. Les Judas restent convaincants grâce aux effets pratiques et leur évolution apporte une idée intéressante. Les créatures ne se contentent plus d'imiter une silhouette humaine, elles sont désormais capables de reproduire les traits d'une personne en particulier, ce qui renforce leur capacité à se fondre parmi les humains. En revanche, le personnage du détective Klasky est à mon sens totalement dispensable. Son enquête ralentit constamment le récit, sans apporter de véritable valeur à l'intrigue, alors que le film aurait gagné à rester focalisé sur Rémi et les créatures. Au final, Mimic 2 reste une suite un peu étrange. Son choix scénaristique basé sur les relations de Rémi est très mal exécuté, elle devient un objet de désir et je ne vois pas le message là-dedans. Il tente de préserver une continuité avec le premier opus, mais son scénario bancal et son manque d'ambition l'empêchent de retrouver la même efficacité. Et pourtant, malgré des moyens encore plus limités, la saga ne s'arrêtera pas là. Un troisième opus verra rapidement le jour. Après les ventes correctes de Mimic 2 sur le marché vidéo, Dimension Films décide rapidement de mettre en chantier un troisième épisode, toujours pensé pour une sortie directe en DVD. Mais cette fois, le studio ne cherche même plus à retrouver l'ambition du premier film. Le budget est encore réduit et la saga semble définitivement éloignée de ses ambitions originales. Pour ce troisième volet, la réalisation est confiée à J.T. Petty. Un nom très classe, mais c'est surtout un jeune cinéaste indépendant, passionné par le fantastique, qui signe également le scénario. Plutôt que de proposer une simple nouvelle chasse aux insectes géants, il tente une approche différente, plus intimiste, presque comme un thriller psychologique. Exit donc Rémi Panos et les personnages des précédents films, Mimic 3 nous présente un nouveau protagoniste, Marvin, un jeune homme souffrant d'une grave maladie respiratoire qui l'oblige à rester constamment enfermé chez lui.
Coupé du reste du monde, il passe ses journées à observer ses voisins à travers l'objectif de son appareil photo. Et sur le papier, l'idée est plutôt intéressante. Transformer une histoire de monstre en huis clos, suivre l'horreur à travers le regard d'un personnage isolé et paranoïaque, tout en jouant sur la frontière entre réalité et imagination, il y avait clairement de quoi proposer quelque chose de différent dans la franchise. Malheureusement, le problème vient rapidement de l'exécution. Mimic 3 manque cruellement d'ampleur dans sa mise en scène et peine à installer une véritable tension. Le film conserve cette ambiance sombre, poisseuse, propre à la saga, avec une résidence presque abandonnée comme décor principal, mais l'atmosphère ne suffit pas à créer un sentiment de danger. L'inspiration principale du film est assez évidente, celle de Fenêtre sur cour, le classique de Hitchcock. L'idée d'un personnage bloqué chez lui qui observe un voisin étrange fonctionne parfaitement dans ce genre de récit. Le problème, c'est que cette influence finit parfois par prendre tellement de place que Mimic 3 semble oublier qu'il appartient à une saga de monstres. Les Judas, ces créatures emblématiques de la franchise, deviennent presque secondaires, reléguées derrière l'enquête personnelle de Marvin. Le film tente également d'ajouter une dimension plus dramatique avec des conflits familiaux et un travail sur la solitude du personnage, mais ces éléments restent malheureusement trop superficiels pour réellement marquer. Et c'est finalement ce qui rend le film frustrant. Mimic 3 possède de bonnes idées, mais il ne va jamais au bout de son potentiel. Le concept est intéressant, l'approche est différente, mais le manque de moyens et une réalisation trop limitée empêchent le film de devenir réellement mémorable. On peut tout de même souligner la présence de Lance Henriksen, figure incontournable du cinéma fantastique, connu notamment pour ses rôles dans Alien le Retour, Terminator, Pumpkin End ou encore Scream 3. Sa présence apporte forcément un petit cachet supplémentaire au film. Il faudra cependant attendre environ 53 minutes sur 1h16 que dure le long métrage pour que l'histoire commence véritablement à devenir intéressante. Autant dire que le rythme est loin d'être idéal. Malgré tout, contrairement au deuxième épisode, le film évite cette sensation étrange de production totalement impersonnelle. Au final, Mimic 3 est un film rempli de bonnes intentions, mais qui manque de maîtrise. Il tente de sortir la saga de sa formule habituelle, en proposant quelque chose de plus psychologique, mais son manque de moyens et de tension l'empêche de réellement convaincre. Mais maintenant, place au classement de la saga Mimic. N'hésitez pas à partager votre propre classement en commentaire. À la 3ème place, Mimic 2, le retour. Non, la tension chelou, non merci. En plus, je suis sûr qu'ils ont pris le titre Le Retour, en référence à Alien, histoire de booster les ventes. Donc non merci. En 2ème position, Mimic 3, qui a vraiment tenté des trucs, mais qui est beaucoup trop timide dans son exécution. Et évidemment, en première place, le Mimic premier du nom. Ce n'est pas non plus le meilleur de Guillermo, ni le meilleur film de monstres ou d'animaux tueurs, mais il est plutôt solide. C'est surtout sa direction artistique qui vaut le coup d'œil. Au final, la saga Mimic est un parfait exemple de franchise qui aurait pu devenir bien plus grande qu'elle ne l'a été. Le premier film de Guillermo del Toro possédait tous les ingrédients pour créer un véritable univers. Un concept de science-fiction inquiétant, des créatures originales, une ambiance sombre et une volonté de mélanger horreur et réflexion sur l'évolution de la nature. Malheureusement, la suite de l'histoire sera beaucoup plus compliquée. Avec Mimic 2 et Mimic 3, la franchise abandonne progressivement ses ambitions de départ pour devenir une série de productions directement destinées au marché vidéo. Ce qui est finalement dommage avec Mimic, c'est que la saga ressemble presque à ses propres créatures. Elle a évolué pour survivre, mais elle a perdu une partie de ce qui faisait son identité. Alors, est-ce que Mimic mérite d'être redécouvert ? Peut-être pas comme une grande saga de l'horreur, mais certainement comme le témoignage d'une époque où Hollywood essayait encore de créer de nouveaux monstres. Et qui sait, dans un cinéma où les anciennes franchises reviennent régulièrement d'entre les morts, peut-être qu'un jour, les Judas sortiront à nouveau de l'ombre. Car, après tout, dans le monde du cinéma d'horreur, les monstres ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent simplement le bon moment pour revenir.